C'est François Hollande qui avait demandé qu'on crée France Info. Ben évidemment, évidemment. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que peut-être que François Hollande avait l'idée de se représenter. Je crois qu'il ne l'a pas fait. Hein. Enfin, voilà. Et donc, peut-être qu'éventuellement, France Info aurait pu lui donner un petit coup de main. Toutes les chaînes de télévision se méfient de l'investigation. Dans les groupes privés, comme celui de Vincent Bolloré, on l'a tué depuis longtemps. Dans l'audiovisuel public, on réfléchit à 2 fois avant d'égratigner l'exécutif. Aujourd'hui, pour mettre en lumière cette domestication des médias, on est obligé de faire appel à vous. Notre histoire commence peut-être le 14 mai 2011 à New York. Cette nuit-là, le socialiste Dominique Strauss-Kahn, président du Fonds monétaire international, est accusé de viol par une femme de chambre de l'hôtel Sofitel. Pour le grand favori de l'élection présidentielle de 2012 à venir, c'est la chute finale. Pour son outsider socialiste, en revanche, c'est un boulevard. Fin 2011, François Hollande remporte la primaire socialiste. J'ai la volonté de réussir le changement. Je ferai en sorte d'y parvenir en convainquant de la justesse de notre démarche, de la force de notre projet, de façon à ce que les Français n'attendent pas plus longtemps l'alternance, le changement dont ils ont tant besoin. Vive la République et vive la France. Seulement voilà, sur sa route, il va trouver Nicolas Sarkozy. En cette fin de quinquennat, le président des riches est devenu impopulaire. 5 ans plus tôt, pour fêter sa victoire, il commettait un premier péché originel. Se montrer au Fouquet's, une brasserie de luxe des Champs-Élysées, avec tous ses amis patrons de presse, des milliardaires, souvent dépendants de la commande publique. Le bétonneur Martin Bouygues, témoin de mariage de Nicolas Sarkozy, qui règne en maître sur le tout-puissant Empire TF1. L'industriel de l'armement Arnaud Lagardère, qui contrôle Match, le JDD et Europe 1. Mais aussi 2 empereurs du luxe, François Pinault, propriétaire du Point, et la première fortune de France, Bernard Arnault, qui détient à l'époque La Tribune et Les Échos. Et enfin, le puissant roi de la France-Afrique, Vincent Bolloré, et sa chaîne Direct 8. 48 heures après le dîner du Fouquet's, Vincent Bolloré mettra carrément son jet et son yacht privé à la disposition d'un Nicolas Sarkozy fraîchement élu. Pour les Français, Sarko devient un président bling-bling au service de ses amis milliardaires. Vincent Bolloré est un des grands industriels français. Il n'a jamais travaillé avec l'État. Il fait honneur à l'économie française. Je souhaite pour l'économie française beaucoup de Vincent Bolloré, de Martin Bouygues, de Bernard Arnault, de François Pinault. Et avec Arnaud Lagardère, tous ces patrons de presse organisent depuis des années la promotion du couple Sarko. Au point d'avoir contribué à le faire accéder à l'Élysée. Son challenger, lui, n'a pas le soutien des milliardaires de la presse. Son ex-chargé de com se souvient qu'il se contentait de rigoler par texto avec les journalistes. Hollande était proche, effectivement, d'aucun grand propriétaire de presse, ça c'est sûr. Il avait des relations de travail avec eux dans le cadre de son rôle, mais pas de proximité particulière. Et quand il a construit sa carrière à partir des années 80 en politique, il a toujours entretenu des relations extrêmement proches avec les journalistes. C'est une source, comme on dit, hein, une source de la presse écrite, du Canard enchaîné, du Monde, de Libération. Regardez. Et donc en 2012, c'est en ami des journalistes que les lieutenants de François Hollande font campagne auprès des Français. Dans leur ligne de mire, les milliardaires des médias. Il faut couper ce lien coupable entre les grands groupes industriels et financiers qui vivent de la commande publique et qui possèdent un grand nombre de médias dans notre pays. Et pour séduire sa gauche, Hollande va même imaginer taxer à 75% tous les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Une taxe Fouquet's, titrera Libération. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Convaincu qu'un président va enfin taxer les riches,
les Français décident de lui donner sa chance. Il est 20h. François Hollande, selon notre estimation, a été élu président de la République avec 51,8% des voix. Merci, peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. J'ai entendu votre force, votre espérance. Ce soir-là, Hollande promet le changement. Seulement voilà, à ses bras ce soir-là, sa compagne Valérie Trierweiler, une journaliste employée à la fois par Arnaud Lagardère via Paris Match et par Vincent Bolloré via Direct 8. C'est elle qui, en coulisses, depuis des mois, encourage François Hollande à faire comme Nicolas Sarkozy, se rapprocher des milliardaires du Fouquet's. Dès 2011, il s'y était employé avec l'oligarque le plus puissant de France, Martin Bouygues, propriétaire d'une chaîne historiquement très favorable à Nicolas Sarkozy. À la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, son amitié avec Martin Bouygues a du plomb dans l'aile. Le propriétaire de TF1, qui possède aussi Bouygues Télécom, reproche notamment au président sortant d'avoir ouvert le marché de la téléphonie à un redoutable concurrent, Free, et ses forfaits qui cassent les prix. On va diviser les prix par 5. On va diviser les prix par 5 et on va faire un forfait à 2 €. Un forfait à 10 €, incluant 60 minutes de voix et 60 SMS. À l'automne 2011, informé de ces tensions, le candidat François Hollande se rapproche discrètement de Martin Bouygues. Le roi du BTP va l'inviter à déjeuner au siège parisien de son groupe, en présence de Nonce Paolini, alors patron de TF1. La première chaîne de France fédère alors 10 millions de téléspectateurs, tous les soirs devant son 20h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Selon ce journaliste du Canard enchaîné, TF1 était alors une citadelle médiatique incontournable pour un candidat à la présidentielle. À l'époque, la domination, c'était TF1 encore. On ne pouvait pas se passer de TF1. Et Hollande, il ne peut pas se passer de TF1. S'il a TF1 contre lui, c'est quand même compliqué d'être président de la République. Hein. Donc, effectivement, la main tendue, elle vient très vite. Et elle vient d'autant plus vite qu'en cet automne 2011, Martin Bouygues est critiqué pour son projet de nouveau ministère de la Défense à Paris. Décroché sous Sarko, ce chantier à 4 milliards d'euros est en plein dérapage budgétaire. Martin Bouygues a donc besoin que le prochain président de la République le soutienne. En pleine campagne présidentielle, il va promettre à François Hollande que TF1 cessera de soutenir Nicolas Sarkozy. Décryptage d'un fin connaisseur des médias. Il n'a pas fait campagne, Martin Bouygues et sa chaîne TF1 pour François Hollande, mais ils n'ont pas fait, pour la première fois depuis très très longtemps, ils n'ont pas fait campagne à l'époque pour la droite. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que ces gens-là du BTP sont formidables, c'est que quand même les liens avec Sarko étaient quasi familiaux, et sentant que le vent tournait un peu, Bouygues n'a pas hésité effectivement à prendre une forme de neutralité dans la présidentielle de 2012. C'est quand même exceptionnel quand on sait l'engagement qu'il a eu auprès de Sarko pendant toutes les années précédentes. Les manias du BTP, dès qu'ils sentent que le vent tourne, ils vont du côté de celui vers qui ça porte. Et une fois élu, notamment grâce à la neutralité de TF1, François Hollande va renvoyer l'ascenseur au roi du BTP. Les socialistes soutiendront sans broncher le chantier du nouveau ministère de la Défense, jusqu'à son inauguration finale. Après avoir fait la paix avec l'Empire TF1, François Hollande va commencer à revenir sur ses promesses de campagne. Dès 2012, un ami sarkozyste très bien intégré dans le pari des affaires, Jean-Pierre Jouyet, va lui suggérer de recruter comme conseiller économique un jeune banquier d'affaires de chez Rothschild & Co, Emmanuel Macron. Sous leurs influences, Hollande va entreprendre de baisser drastiquement les impôts des entreprises, et ce, dès ses premiers vœux aux Français. Je veux redonner, dès 2013, des marges de manœuvre aux entreprises grâce à un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros qui leur permettra d'embaucher, d'investir et d'exporter.
Pressé par Pierre Gattaz, le patron des patrons, Hollande va accepter d'offrir 110 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux entreprises sur 6 ans. Quant à son projet mal ficelé de taxer les hauts revenus à 75%, il est retoqué par le Conseil constitutionnel. Dès mars 2013, 2/3 des Français se disent déçus par sa politique. Et 56% de ses sympathisants estiment désormais qu'il n'est pas assez de gauche. Plus préoccupant encore, Libération, le seul quotidien qui le soutient, est au bord du dépôt de bilan. Pour tenter de le sauver, Hollande va pactiser avec un nouveau milliardaire des médias, l'empereur du câble Patrick Drahi. Dans le petit Paris des affaires, le patron de Numéricable est un homme qui monte. Début 2013, il affronte Martin Bouygues pour mettre la main sur SFR, 3e opérateur de téléphonie mobile en France. Problème, avec ses tendances à contourner l'impôt, Drahi ne fait pas l'unanimité chez les socialistes. Nous, ce que nous pensons, c'est d'abord qu'il y a un problème fiscal, puisque Numéricable a une holding au Luxembourg, son entreprise est cotée à la Bourse d'Amsterdam, sa participation personnelle est à Guernesey, dans un paradis fiscal de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, et que par ailleurs lui-même est résident en Suisse. Malgré ce lourd passif fiscal, c'est Drahi que Macron et Hollande vont préférer à Bouygues pour récupérer SFR. En mars 2014, il rachète l'opérateur 14 milliards d'euros. Devant toute la presse, il va annoncer sa fusion avec Numéricable. Nous allons créer ici un champion national, un champion européen, en associant 2 entreprises magnifiques, au parcours différents, mais très complémentaires, avec des ressources humaines de très haute qualité. Sauf que ces ressources humaines de haute qualité, Drahi va les laminer mois après mois, au point de provoquer des grèves chez SFR. On a perdu 1000 emplois en l'espace de 2 ans. C'est-à-dire 1000 personnes qui sont parties volontairement en dehors de tout PDV ou PSE. Si ces personnes sont parties, c'est bien parce qu'il y avait un problème. En mai 2023, le site d'investigation Reflet publie des documents confidentiels révélant à quel point Drahi a taillé dans les coûts à SFR. On a regardé SFR, on passe de 15 000 employés à 5 000 à peu près de mémoire. Donc vous voyez que la masse salariale, qui est un des très gros postes, fond comme neige au soleil, fait beaucoup moins de dépenses, donc beaucoup plus de bénéfices. En fait, c'est ce qu'on appelle un cost killer. Il va partout où ça coûte, je coupe tout ce que je peux. Dans toute cette période, Emmanuel Macron et François Hollande ne vont pas lever le petit doigt pour défendre les salariés de SFR. Selon l'auteur de ce livre, ce silence présidentiel pourrait s'expliquer par le fait qu'à la même époque, Drahi venait de sauver Libération. Il rachète Libération pour faire plaisir à François Hollande, qui a bien envie, et à l'époque où son quinquennat est assez terni, d'avoir au moins un quotidien qui lui reste acquis. Et donc, Drahi se dit, si pour 10 millions d'euros, je suis bien vu de l'Élysée, pourquoi pas? C'est également la thèse de ces 2 journalistes médias. Ce qu'on a compris, nous, en enquêtant, c'est que c'était pour rendre service à la gauche. Et donc, le deal, ça a été à peu près ça. C'est-à-dire qu'on vous fichera la paix sur SFR. Par contre, si vous pouviez donner un petit coup de main à Libé, ce serait une bonne idée. Après avoir racheté Libé, Drahi propose aux salariés de se choisir comme directeur de la rédaction Laurent Geoffrin. Coup de chance, ce proche de Hollande soutient le virage pro-business du président. Et il y a un travail de réinvention à faire. Parce que les idées de la gauche sont décalées manifestement par rapport à la société. On le voit bien, ne serait-ce que dans les élections, mais pas seulement. Et donc il faut maintenant confronter nos valeurs, qui sont stables, avec les réalités de la société française et de la mondialisation. En clair, grâce à Drahi, Hollande va pouvoir compter sur Libération version Geoffrin pour l'accompagner dans son virage libéral. En juin 2014, alors que Drahi vient discuter de SFR avec Macron et Jouyet à l'Élysée, le président en personne aurait passé une tête pour le remercier d'avoir sauvé Libération.
Donc c'est une sorte de jeu terrible pour la presse, hein, puisque c'est pas le droit à l'information des citoyens qui les motive, ce sont des logiques d'influence, de connivence, rendre service à l'Élysée, promouvoir ses propres intérêts à travers ces journaux-là. Et ces logiques d'influence, d'autres journalistes vont également en faire les frais, cette fois sous la botte de Xavier Niel. En 2013, l'Obs est en grande difficulté financière. Son tirage hebdomadaire s'effondre, les pertes sont estimées à 10 millions d'euros. Son propriétaire, Claude Perdriel, roi des sanibroyeurs et soutien historique de François Mitterrand, va alors amener au capital les 3 actionnaires du groupe Le Monde. Xavier Niel, patron de Free et gendre de Bernard Arnault. Pierre Berger, un baron du luxe éminence grise du Parti socialiste. Et Mathieu Pigasse, le banquier d'affaires cool de chez Lazare. Incarnation de la gauche caviar, tous soutiennent le virage libéral et austéritaire de François Hollande. Problème, cette politique est contestée partout en Europe. En Grèce, le parti de gauche Syriza est arrivé au pouvoir et refuse le diktat austéritaire imposé par l'Europe de Hollande et Merkel. την Τρόικα παρελθόν για το κοινό ευρωπαϊκό μας πλαίσιο. Et en Espagne, le mouvement Podemos de Pablo Iglesias progresse dans de nombreuses régions. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Ces leaders de gauche radicale qui ringardisent Hollande, la numéro 2 de l'Obs va pousser pour les mettre à la une. Dans l'Europe entière, un vent de gauche plein d'espoir soufflait. Je m'étais rendue à Madrid pour rencontrer Pablo Iglesias. On avait fait la couverture Pablo Iglesias. À cette époque, Lancelin va également promouvoir l'économiste de gauche Thomas Piketty, évoquer une imposture à propos des manifs en faveur de Charlie Hebdo, et même se demander si le PS n'est pas de droite. Les actionnaires de l'Obs, les plus idéologiques, Berger, Perdriel et dans une moindre mesure Niel, voyaient ça et se disaient « mais l'Obs est en train de devenir véritablement la cheville ouvrière d'un renouveau de la gauche radicale dans l'Europe entière ». Au printemps 2016, un mouvement social va précipiter la chute d'Aude Lancelin. En cause, François Hollande va tenter d'assouplir le droit du travail en faveur des employeurs. En quelques semaines, 1,2 million de personnes défilent partout en France contre cette loi travail. Ils vont sévèrement être réprimés par la police. Bilan 2000 arrestations, 500 blessés, dont 2 mains arrachées et un éborgné. Les flics, vous vous cassez! En avril, furieux de cette violence déployée par François Hollande, des manifestants occupent quotidiennement la place de la République à Paris. C'est le début du mouvement Nuit debout. Alors moi je suis là parce que j'ai envie qu'on occupe cette place, qui est une occupation qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines, et qu'on reproduise un peu ce qui a été fait à Madrid. Parmi les meneurs de l'époque, François Ruffin qui vient de finir Merci Patron, un documentaire qui égratigne le propriétaire d'LVMH, Bernard Arnault. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un, je connais pas son nom, c'est l'avantage, c'est qu'ici, on discute avec des gens qu'on connaît pas du tout. Et il me disait, c'est comme un jeu de tir. Si on renverse sa première quille, les autres suivront. Voilà l'enjeu. Mais aussi l'économiste de gauche radicale, Frédéric Lordon. Alors voyons, où en sommes-nous? On ne compte plus les villes de province qui ont une nuit debout. Il y a une radio debout, une télé debout, des dessins debout. Tout est en train de se remettre debout. À l'époque, Lordon est en couple avec Aude Lancelin, la très rebelle numéro 2 de l'Obs. Cette information à caractère privé, François Hollande l'aurait révélée à Xavier Niel, qui contrôle l'Obs avec Claude Perdriel. Et le 11 mai 2016, le cas Lancelin est mis à l'ordre du jour d'un conseil de surveillance. Ce qui se passe, c'est que
Lors du conseil de surveillance qui a commencé à sonner le glas pour moi, tous les actionnaires sont réunis à l'Obs. Il y a Xavier Niel physiquement, Mathieu Pigasse, Pierre Berger, Claude Perdriel. Ils sont tous réunis dans la même pièce. Et là, ça va être d'une violence extraordinaire, puisque Claude Perdriel m'accuse nommément de tenir une ligne antidémocratique au sein du journal, de violer la charte du journal social-démocrate. Il m'accuse de ça. Et Pierre Berger, l'homme du PS, de la Mitterrandie, du luxe, etc., me défonce derrière en disant que cette ligne et ce comportement sont intolérables. Bon. Et c'est dans ce contexte-là, un week-end, que Claude Perdriel, fondateur de l'Obs et encore actionnaire de l'Obs à l'époque, m'envoie ce SMS me disant « Chère Aude, vous avez toute ma sympathie, mais la décision du dernier conseil est évidemment irrévocable. Votre talent est indiscutable. Vous êtes jeune, vous n'aurez pas de problème pour trouver du travail. Nombreux sont ceux qui vous soutiennent. Moralement, c'est important. Je respecte vos opinions, mais je pense qu'elles ont influencé votre travail. Ça n'empêche pas le talent. Amicalement, Claude. » Voilà, donc il écrit noir sur blanc qu'il s'agit bien d'un délit d'opinion. Et il écrit qu'ils iront jusqu'au bout. Si Xavier Niel a accepté de purger l'Obs suite à des pressions de François Hollande, c'est peut-être aussi pour promouvoir auprès de l'Élysée les intérêts de Free. Car en ce printemps 2016, il avait justement besoin de renégocier avec l'État un contrat d'itinérance stratégique entre Free et Orange. Xavier Niel avait absolument un intérêt vital pour son business de télécom à montrer son total alignement sur l'Élysée. Et François Hollande, lui, il avait envie de remettre toute sa presse de gauche social-démocrate au pas. Voilà, c'est le petit monde de l'entre-soi, d'une oligarchie très peu nombreuse et entre elles très solidaire. C'est un petit peu, moi, ce que j'ai toujours appelé le capitalisme de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens et on se rend des services mutuels. Sans l'air d'y toucher, grâce à Xavier Niel, François Hollande aura donc fait étouffer à l'Obs une ligne trop critique envers son quinquennat. En 2015, c'est un peu moins discrètement qu'il va exercer son influence sur un empire médiatique encore plus stratégique. Début 2015, le gendarme de l'audiovisuel doit nommer pour 5 ans le nouveau patron de France Télévisions. Un enjeu clé à 2 ans de la présidentielle. Après un net virage à droite qui a abîmé son image, François Hollande aimerait une télé publique pas trop hostile. Mais il l'avait juré pendant le débat d'entre-deux tours. Il n'interviendra pas dans la nomination du PDG de France Télé. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Des instances indépendantes? À voir. En 2013, François Hollande et son conseiller média, David Kessler, nomment finalement un des leurs au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le socialiste Olivier Schramek, ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin. Alors, en ce début d'année 2015, au CSA, l'ombre de l'Élysée plane sur la nomination du PDG de France Télévisions. Pour le poste, 2 candidats au profil très solide. Emmanuel Hogue, patron de l'AFP, et Marie-Christine Saragosse, patronne de France Média Monde. Mais aussi, une candidate inattendue, sans expérience de télé, mais qui a la préférence de François Hollande, Delphine Ernotte. Ex-haut responsable de France Télécom, elle avait été impliquée dans un vaste système de harcèlement moral qui avait poussé des dizaines de salariés au suicide entre 2008 et 2009. Malgré ce lourd passif, le président décide de miser sur Ernotte. Explication du conseiller qui avait été chargé de crédibiliser sa candidature. C'est une femme, il n'y avait jamais eu de femme. Et puis, il y a des femmes qui dirigeaient une boîte de 80 personnes, il y en avait 0 en France, quoi. Donc elle avait quand même des atouts à faire valoir. Et pour faire valoir ses atouts, Zarader va agiter un réseau de bonnes fées. Denis Pingot, un socialiste d'Havas, recrute l'équipe Ernotte.
David Kessler, le conseiller média de François Hollande, prépare son dossier de candidature. Quant au président, il décroche en personne son téléphone pour appeler Olivier Schramek, le patron du CSA. Oui, monsieur le président, je vous écoute. Hollande dit à Schramek, ce serait quand même bien, finalement, de ne pas retenir dans cette course au CSA 2 personnes qui sont, à l'époque, donc Marie-Christine Saragosse et Emmanuel Hogue, qui sont 2 concurrents vraiment sérieux. Et donc, quand vous avez un président de la République qui intervient auprès du président du CSA pour faire en sorte qu'il y ait 2 candidats, dont une concurrente sérieuse de celle que lui pousse, soit éliminée, si ça, c'est pas une intervention dans la domination du président de l'audiovisuel public, qu'est-ce que c'est? Et le 23 avril 2015... Delphine Ernotte, une femme venue du secteur privé, 2 critères qui comptaient beaucoup aux yeux du CSA dans son choix pour la présidence de France Télévisions. Cette nomination est toutefois surprenante à plusieurs titres. Delphine Ernotte n'a aucune expérience dans les médias, pur produit du groupe Orange où elle a fait toute sa carrière, et si son entourage met en avant ses qualités de management, le syndicat CGC de France Télévisions l'a d'ores et déjà critiqué pour son rôle dans la crise des suicides. Pour l'ancien patron de la CGC France Télé, François Hollande est clairement derrière la nomination d'Ernotte. Est-ce que c'est possible que le politique soit intervenu dans la nomination de Delphine Ernotte? Est-ce que c'est possible? Vous pouvez remplacer possible par probable. C'est très probable, c'est même certain. Un mot est un mot. C'est pas une nomination, il n'y a pas eu d'élection, c'est un parachutage. Elle a été parachutée. Bon. Auditionné par une commission d'enquête parlementaire quelques années plus tard, l'ex-patron du CSA va commencer par nier, la main sur le cœur. Je n'ai jamais eu à subir quelque influence que ce soit et je n'ai jamais travaillé dans le passé en position de subordination à l'égard de M. Hollande. Et je n'ai jamais été soumis à son influence directement. Jamais. Mais quand le président de séance insiste, Schramek va finir par craquer. Merci, je me permets quand même de rebondir puisque vous nous signalez que vous n'avez pratiquement jamais à subir d'influence. Donc, à part une exception, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle exception il s'agit? Le président Hollande, dans le cours d'une conversation, m'a décommandé 1 ou 2 personnes dont la rumeur publique indiquait qu'elles pouvaient être candidates à une chaîne. Voilà, c'est tout. Très bien. Ces 2 grands professionnels décommandés par François Hollande, c'était bien sûr Marie-Christine Saragosse et Emmanuel Hogue. Mais pourquoi, au fait? François Hollande, il poussait Delphine Ernotte. Il est évident que c'était plus facile pour lui d'avoir quelqu'un de malléable et qui lui devait tout. Parce que quand vous faites nommer quelqu'un, quand vous participez à la nomination de quelqu'un à la tête du service public et de l'audiovisuel public, la personne vous est redevable. Et vous savez que vous n'allez pas être emmerdé pendant 5 ans. C'est ça la réalité. Et Delphine Ernotte va vite se montrer redevable. À 1 an de la présidentielle, elle lance à marche forcée une chaîne toute info du service public. Depuis 20h sur le canal 27, une nouvelle chaîne, France Info. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France Info. Voici les titres de ce tout premier JT. Pour l'ex-conseiller de François Hollande, le président cherchait un soutien face aux chaînes privées. Il était favorable à ce projet qui était porté par Ernotte, si je me souviens bien. Oui, parce qu'il pensait que c'était le rôle du service public d'avoir... On était dans... Ça semble un peu loin maintenant, mais on était dans le moment du boom des chaînes d'info. Et c'était quand même problématique que les chaînes d'info ne soient que issues de groupes privés, alors que le service public a une responsabilité en la matière et qu'en plus il avait un outil, France Info, la radio, qui pouvait avoir une duplication télé. Donc oui, il était effectivement favorable à cette idée. C'est François Hollande qui avait demandé qu'on crée France Info. Évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que François Hollande avait l'idée de se représenter. Je crois qu'il ne l'a pas fait. Enfin, voilà. Et donc, peut-être qu'éventuellement, France Info aurait pu lui donner un petit coup de main. Fin 2015, pour diriger l'info de France Télé, la nouvelle patronne choisit Michel Field, une sorte d'homme sandwich, passé par le gauchisme des années 70, avant de devenir homme de ménage. Casino est un grand groupe, c'est le vôtre. Quand on voit ces images, on meurt d'impatience de savoir quand les nouveaux produits seront dans les magasins. Michel, voici une barre de caisse standard. Je la reconnais. Et la voici avec notre nouvelle signature. Sourire suivant. En 2005, devenu journaliste star de l'Empire Lagardère, Faire un triomphe à Arnaud Lagardère,
Field se retrouve à animer un meeting pour Sarko, en présence de son boss. Quelques années plus tard, il s'en expliquera sur Canal+. En 2005, on vous a vu donc animer un meeting de l'UMP au moment du référendum sur l'Europe. Ce n'est pas un ménage, hein. J'en ai fait des ménages, j'assume parfaitement. Les ménages, c'est collaboration tarifée qu'on fait au service d'une entreprise. Là, je l'ai fait gratuitement. C'est peut-être encore plus, c'est une charge accablante. Et à la direction de l'info de France Télé, Field va se mettre à harceler ses troupes. L'émission Ce soir ou jamais, qui donnait la parole à la gauche radicale anti-Hollande, supprimée. Nicolas Poincaré, présentateur de complément d'enquête, un des magazines de l'investigation de France 2, menacé. Envoyé spécial, autre émission d'enquête du service public. Ces deux présentatrices sont brutalement écartées. J'ai été 25 ans à l'antenne, je sais ce qu'elles ressentent au moment où le patron leur dit. C'est dur. Je comprends qu'elles m'aiment pas en ce moment. Parce que vous les virez quand même. Mais en même temps, je suis là aussi... Enfin, si je suis là pour rien foutre pendant les 5 ans de mon mandat, moi je veux bien, je serais payé pareil. Hein. Rien foutre? Non, non, non. Quelques jours après cette prestation qui a ulcéré à France Télévisions, Field reprend du service. Cette fois pour aider François Hollande. Alors que le président est empêtré par le mouvement Nuit debout, il va lui mijoter une émission débat aux petits oignons. Dialogue citoyen. Aujourd'hui, je vote Front National, effectivement. On n'est pas forcément raciste. Et ça, je veux en venir dessus. Vous êtes de Fourmi, je crois. Ah non, juste à côté, donc je connais bien. Il y a une loi qui existe aujourd'hui, la loi de la laïcité, qui n'est pas respectée. Pourquoi on n'applique pas cette loi, tout simplement? Aujourd'hui, mon rêve, c'est d'exporter nos robes partout dans le monde. Et si j'y arrive, nous aurons triplé nos effectifs en France. On ne trouve pas les gens. Du sur-mesure pour un président jamais loin de ses fiches, est très rarement bousculé. Et pour cause, ce jour-là en plateau, une parole ouvrière nettement plus offensive avait été décommandée à la dernière minute. Une syndicaliste FO qui avait pourtant fait forte impression sur la même chaîne 2 ans auparavant. Aujourd'hui, on ne s'est pas vraiment attaqué au problème, la finance. Les grands patrons des grands groupes qui sont au 440, qui en profitent et qui ne rendent aucun compte aujourd'hui. Et je m'interroge auprès des politiques aussi, est-ce que vous savez ce que c'est de compter, vous, à la fin du mois? Est-ce que vous savez ce que c'est un retraité qui a travaillé pendant plus de 40 ans et qui a moins de 1 200 € par mois? Est-ce que vous savez ce que c'est d'être payé à 9,88 de l'heure? C'est ça le quotidien des Français aujourd'hui. En 2016, c'est cette syndicaliste qui sera décommandée par les équipes de Michel Field. France Télévisions, nouvel organe officiel de l'Élysée, persiflera FO. Dans cette affaire, Field aura effectivement protégé l'exécutif jusqu'au bout. Quant à François Hollande, après avoir déstabilisé l'enquête à France Télé avec Delphine Ernotte, jeté Libération et l'Express dans les bras du cost-killer Patrick Drahi, puis repris en main la ligne éditoriale de l'Obs avec l'aide de Xavier Niel, il va tenter d'amadouer les derniers grands médias qui lui résistent. Ceux contrôlés par des oligarques proches de Sarko. En clair, la bande du Fouquet's. Première cible, l'homme le plus riche de France. Lors du débat d'entre-deux tours en 2012, souvenez-vous, François Hollande rêvait de taxer les riches à hauteur de 75%. J'ai fixé à 1 million d'euros le seuil d'imposition des 75%. Une promesse de campagne peu au goût de Bernard Arnault. Dans le plus grand secret, le patron des Échos et de la Tribune va prendre une décision radicale. L'homme le plus riche de France cherche à devenir citoyen belge. Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH, a bien fait une demande de naturalisation. Depuis 2 jours avec le départ supposé. Le lendemain, le président réagit aux 20h de TF1. De nationalité. D'abord, est-ce que vous avez pris ces déclarations ou cette demande comme une provocation de sa part? Je pense qu'il aurait dû bien mesurer ce que signifiait demander une autre nationalité. Parce que nous sommes fiers d'être français. Décryptage d'une réalisatrice qui a enquêté sur l'optimisation fiscale de l'empereur du luxe. À ce moment-là, on sait que Bernard Arnault s'est installé en Belgique pour pouvoir évader de l'argent. Et puis voilà, c'est déjà une énorme révélation à l'époque. Dans Libération, on titre « Qu'est-ce-toi riche con ?» Enfin, il y a toute une polémique autour de ces milliardaires français qui pratiquent l'évasion fiscale.
En apparence, la hache de guerre est donc déterrée entre l'empereur du luxe et le président socialiste. Mais selon Mediapart, LVMH en Belgique, Hollande savait, et ce dès 2011, grâce à Jean-Pierre Jouyet. Alors président de l'autorité des marchés financiers, il avait été informé par Arnault de ses projets d'exil belge et en avait parlé à François Hollande, qui aurait donné son accord. Alors très vite, ces simulacres de querelles fiscales vont être oubliés. En 2014, François Hollande se presse à l'inauguration de la fondation Vuitton, un musée parisien de Bernard Arnault qui a coûté aux contribuables près de 500 millions d'euros en crédit d'impôt. Le président socialiste a alors la tête dans les étoiles. Ce qui se passe ici, c'est plus qu'un fantastique musée. C'est un morceau d'humanité qui montre à tous que le rêve peut, à force de génie et de volonté, devenir réalité. Suite à cette lune de miel, François Hollande ne va pas beaucoup s'offusquer que Bernard Arnault fasse censurer un de ses opposants politiques. À la Bourse du Travail, la question c'était de leur faire peur, mais comment? En 2016, le très remuant François Ruffin, vous vous souvenez, l'un des leaders de Nuit debout, qui vient de sortir Merci Patron. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge. Ça suffit, ces gens sont des parasites. Un documentaire pointant les dérives de l'empire LVMH. Quand même supprimé combien, 8000 emplois. Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Oh bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Et puis raquettez bien les PDG alors. PDG. Alors que toute la presse s'enthousiasme pour le doc de Ruffin, aux Parisiens désormais contrôlés par Bernard Arnault, les journalistes reçoivent pour consigne de ne pas en parler. Ce documentaire sort au cinéma et on indique au service loisirs, spectacle loisirs, donc, dont certains des journalistes sont chargés de faire les critiques et les chroniques cinéma. Pas la peine de faire une chronique sur Merci Patron. Voilà. On va pas en parler. Voilà. Pourquoi? On va pas en parler. Voilà. Un an plus tard, toujours à l'invitation de Bernard Arnault, François Hollande va se féliciter du succès de la fondation Vuitton. Et manifestement, c'est dans les vieilles querelles fiscales qu'on fait les meilleures blagues. C'est un succès aussi quant à la fréquentation. Sans que ça ne vous fasse payer plus d'impôts, ce qui quand même est appréciable dans la période où nous sommes. Et question bienveillance fiscale, François Hollande va se montrer encore plus magnanime avec un autre influent propriétaire de presse, également membre de la bande du Fouquet's, le roi de Paris Match. Début 2014, l'hebdo People Closer balance un immense pavé dans la Hollandie. Un scoop dévastateur sur François Hollande et Julie Gaillet, la femme que le président aime en secret, dans une garçonnière derrière l'Élysée. Pour la première fois, la double vie d'un président de la République est exposée au grand jour. Ridiculisé, Hollande va tenter de se rapprocher d'Arnaud Lagardère et de son hebdo-phare Paris Match. Problème, Lagardère soutient historiquement la droite. Sous Chirac, son groupe avait profité d'une montagne d'argent public pour devenir leader dans l'armement, le spatial et l'aviation civile, sous la marque EADS. À la mort de son père en 2003, le fils avait négligé EADS pour se concentrer sur le sport et les médias du groupe. Et ces marques d'information, Lagardère va les mettre au service de ses intérêts industriels. Donc je vous présente quelqu'un qui est un peu un frère pour moi. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Nicolas Sarkozy. Ce grand frère, les médias Lagardère l'ont toujours bichonné, à l'image de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. D'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Nicolas Sarkozy. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach, merci de m'avoir invité ce matin. Pourquoi une telle complaisance à l'égard du pouvoir? Officiellement, Lagardère n'avait pas besoin du soutien de l'État, car c'était un manager génial. Sans faire de baratin parce que tu es là, toi c'est vrai que tu t'es imposé comme avec une métamorphose soudaine, presque sous mes yeux, en un grand manager européen. Et ce qui est extraordinaire, parce que je l'ai vu moi 2-3 fois dans des négociations, je peux le dire, il est concentré, il est immobile, on se demande s'il est ailleurs,
il est patient, et à un moment où on s'attend le moins, il fonce, il a l'initiative stratégique de mouvement. Et en plus, il peut même surprendre en changeant cette stratégie. Je le dis à ceux qui vont négocier avec lui. Waouh! Quand elle a vu cette émission, cette journaliste de Mediapart a eu envie de rigoler. Je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Lagardère, il ne s'est jamais occupé de rien. C'est un dilettante absolu. D'ailleurs, quand il a voulu toucher au sport, ça a été une catastrophe absolue. Mais dès 2010, le groupe Lagardère est en quasi-faillite. Il est sauvé par Sarkozy, qui amène les Qataris pour le renflouer à ce moment-là. S'il n'y avait pas eu ce capitalisme de la barbichette en 2010, Lagardère, il était mort. En clair, l'engagement légendaire des médias Lagardère en faveur de Sarkozy aurait eu pour contrepartie des coups de main décisifs décidés au sommet de l'État. C'est logique d'influence avec le propriétaire de Match. François Hollande va lui aussi tenter d'en profiter. Début 2013, Arnaud Lagardère est à nouveau fortement endetté. Par chance, il détient encore 7,5% du groupe EADS. Pour éponger ses dettes, en avril 2013, avec l'aide de son communicant fétiche Ramzi Kiroun, il va profiter d'un cours de bourse favorable pour vendre ses actions avec une plus-value de 1,8 milliard d'euros. Problème, une telle plus-value est en principe taxée à 33%. Il ne voulait pas payer d'impôts. Et là, c'est un autre ministre qui s'est mis à la disposition du groupe Lagardère, c'est-à-dire M. Jérôme Cahuzac, qui était alors ministre du Budget, et qui a invoqué un dispositif fiscal qui s'appelle la niche Copé, qui permettait aux grands groupes de vendre des filiales en n'étant pas taxés sur les plus-values réalisées sur la vente de ces filiales. Cette niche Copé qui divise par 10 l'impôt sur les plus-values. Tiens, pourtant Jérôme Cahuzac l'a critiqué quand il était dans l'opposition. Maintenir le dispositif Copé, c'est donner l'impression que seules les classes moyennes feront l'effort d'ajustement budgétaire. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose, ni pour l'efficacité économique et certainement pas pour la justice. Mais 3 ans plus tard, pour éviter à Lagardère de payer trop d'impôts, Cahuzac et les socialistes ont changé d'avis. Et là-dessus, pour Lagardère, Jérôme Cahuzac lui a fait un rescrit fiscal spécial qui lui a permis, à ce moment-là, de payer de mémoire 70 millions d'impôts sur les plus-values au lieu de plus de 700 millions. Il n'y a pas de petit profit. Un mois après ce cadeau fiscal de plus de 600 millions d'euros, Hollande va profiter d'une belle une dans Paris Match. Certainement un hasard. Et 2 ans plus tard, il décernera la Légion d'honneur aux 2 plus influents Lagardère Boys, Jean-Pierre Elkabbach et Ramzi Kiroun. Sont présents ce soir-là à l'Élysée. Arnaud Lagardère, bien sûr, Bernard Arnault, mais aussi 2 représentants du système Bolloré, Cyril Hanouna et son patron Vincent. Depuis quelques mois, dans le plus grand secret, l'Élysée de François Hollande a aidé le milliardaire d'extrême droite à éradiquer l'esprit Canal+. Voici comment. Pour comprendre cette incroyable histoire, il faut remonter jusqu'au quinquennat Sarkozy. À l'époque, il est furieux contre Canal+, qui se paye sa tête depuis des années, souvenez-vous. Il y a certaines choses qui s'achètent très cher, et pour tout le reste, il y a Mamie Zinzin. Mamie Zinzin, faut rajouter un 0 sur le chèque, là. Très bien, monsieur Morosi. Voilà, 5 millions d'euros. Fondé en 84 par la gauche au pouvoir, Canal cultive une impertinence et une liberté de ton pas vraiment sarkozyste. Généralement, il s'endort aussitôt. C'est exact. Et moi, super connard! Titou, mais tu viens plus aux soirées, là? Bonsoir, je suis Yann Barthès et vous regardez le Petit Journal. En 2011, craignant que Canal+ ne finisse par torpiller sa réélection, le président se plaint de la chaîne cryptée dans le tout Paris. Sensible à sa détresse,
Jean-René Fourtou, patron de Vivendi, la maison mère de Canal+, va alors appeler à la rescousse Vincent Bolloré. Ami personnel de Sarkozy, ce milliardaire d'extrême droite dirige à l'époque un empire industriel de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans la communication et le transport logistique, pour beaucoup en Afrique. Selon ce journaliste, Bolloré aurait accepté de monter au capital de Vivendi avec un objectif, torpiller l'esprit Canal+. Bolloré, à l'origine, avait promis à son ami Nicolas Sarkozy « je vais prendre le contrôle, en prenant le contrôle de Vivendi, donc la holding, je vais prendre le contrôle de Canal+, et ne t'inquiète pas Nicolas, je vais bazarder les guignols de l'info, et par ailleurs, je réglerai leur compte à ces journalistes gauchistes. » Pour régler leur compte aux guignols et aux journalistes gauchistes de Canal+, Vincent Bolloré va partir secrètement à l'assaut de Vivendi. En 2011, il troque ses chaînes Direct Star et D8 contre 1,7% du capital de Vivendi. Mais en 2013, problème. Le patron du groupe, Jean-René Fourtou, veut passer la main à un Allemand. Préoccupé, Vincent Bolloré va alors activer un vieil ami breton devenu proche conseiller de François Hollande, Bernard Poignant. J'ai connu Vincent Bolloré après avoir été élu député en 1981. Je vais avoir 36 ans. Et lui, il a 29 ans. Et depuis, Vincent Bolloré et moi, nous avons gardé une amitié, pas une intimité familiale, mais une amitié. Je ne vais pas dire, je vais dire presque indéfectible, nous sommes des amis. Et donc, j'ai souvent été vu le Bolloré au sein du PS, quoi. Bon, ben alors, ça ne me gêne pas. Hein. Auteur d'un ouvrage sur Vincent Bolloré, ce journaliste va nous décrypter le rôle pivot de Bernard Poignant dans la conquête de Canal par Bolloré. Bernard Poignant, c'est aussi un ami très proche de François Hollande depuis les années 70 et 80. Monsieur Poignant a été député européen, il a été député français, il a été maire de Quimper. C'est donc un baron socialiste de la Bretagne, quelqu'un qui est ancré dans cette Bretagne que Vincent Bolloré célèbre à longueur de tirade. Et il est pivot, il est central, car à l'Élysée, quand François Hollande devient président de la République, il est les yeux et les oreilles de François Hollande sur les territoires. Et c'est lui qui fait remonter vers l'Élysée tout un tas de problématiques. Et évidemment, il est l'oreille de Vincent Bolloré. Quand Vincent Bolloré veut parler à François Hollande, il parle d'abord à M. Poignant, qui lui peut répercuter directement, en ligne directe, ce que M. Bolloré souhaite de François Hollande. Est-ce que Vincent Bolloré souhaite de François Hollande en cet été 2013 ? C'est qu'il empêche l'arrivée de l'Allemand Thomas Rabe à la tête de Vivendi. Bernard Poignant va alors discrètement ouvrir les portes de l'Élysée à Vincent Bolloré. Il arrive à l'Élysée, un déjeuner est organisé, auquel participe M. Macron, qui est alors secrétaire général adjoint de la présidence, et François Hollande. Dans ce dîner, Hollande assure à M. Bolloré que le patron de Vivendi sera français et que Vivendi restera une grande entreprise française. C'est le premier coup de pouce de la présidence de François Hollande à Vincent Bolloré. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et de fait, un an plus tard, Vincent Bolloré va rencontrer un nouveau problème dans sa conquête de Canal+. Alors qu'il est monté à 5% du capital de Vivendi, il apprend qu'un autre actionnaire, la Caisse des dépôts, veut vendre ses parts. Particularité de cette banque publique dont le retrait pourrait fragiliser Vivendi, elle est dirigée par Jean-Pierre Jouyet, un ami de François Hollande alors sur le point d'être nommé secrétaire général de l'Élysée. Monsieur Bolloré s'est inquiété du fait que la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, se retire du capital. Or, si la CDC se retirer du capital, c'était un très mauvais signe. Que va faire M. Bolloré? Il va actionner Bernard Poignant, qui va actionner Jean-Pierre Jouyet, qui va actionner M. Macron. Cette fois-là, j'ai en effet été alerté pour signifier au ministre, qui était à l'époque Macron, qu'il fallait faire attention, parce que la France n'envoie pas un mauvais signe. Alerté par qui? J'étais alerté par Vincent Bolloré lui-même. Il m'avait dit, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et alors après, moi j'alerte le ministre qui est Macron, et après, ça s'arrête là. Après, il se débrouille. C'est plus mon monde, moi.
Et en quelques semaines, la CDC va bien comprendre qui est à la manœuvre et va renoncer à vendre ses actions. Et la CDC va garder le capital de Vivendi. Donc encore une fois, là, on voit bien que les appuis politiques de M. Bolloré au plus haut niveau de l'État, à travers M. Macron et M. Jouyet, deux leviers essentiels de la présidence de la République à l'époque, tout ça va permettre à Vincent Bolloré de garder ses actionnaires et de garder un actionnaire stable. Début 2015, conforté par ce soutien politique constant de François Hollande, Vincent Bolloré va profiter du fait que Jean-René Fourtou a quitté le conseil de surveillance de Vivendi pour bondir sur sa proie. Le 2 mars, il investit 852 millions d'euros dans Vivendi. 632 millions. Début avril, il ajoute 568 millions et le 9 avril, 800 millions. Il devient le premier actionnaire de Vivendi et donc le nouveau boss de Canal. Ce jour-là, sur RTL, le ministre de l'économie de François Hollande va lui apporter son plein soutien au nom de la stabilité actionnariale. L'État croit à l'actionnariat de long terme pour accompagner les entreprises. Il accompagne d'ailleurs tous ceux qui y croient. Vincent Bolloré, dans le cadre de sa bataille pour Vivendi, va dans le même sens et il a mon plein soutien. En février 2015, fort de ce soutien de l'exécutif, Bolloré va lâcher sur France Inter une petite phrase qui va inquiéter les trublions de Canal+. C'est quoi l'esprit Canal ? C'est un esprit de découverte, parfois un peu trop de dérision. Ils vous font pas toujours rire ? Je trouve que se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien. Le soir même, les Guignols vont défier leur nouvel actionnaire. Vous auriez un exemple de dérision acceptable, selon vous? J'ai vendu D8 il y a 2 ans à Canal+, et grâce à cette vente, je me retrouve à la tête de Canal+, et donc, à nouveau, de D8. C'est savoureux, non? C'est de la dérision, ça? En tout cas, moi, ça me fait bien marrer. Ça veut dire que même si je vends quelque chose, au final, ça m'appartient encore. Bah pourquoi vous riez? Parce que vous riez, patron. Oh, vous commencez à comprendre la dérision acceptable. La dérision acceptable, Bolloré va très vite faire comprendre ce qu'il entend par là. Début juillet 2015, il vire les auteurs des Guignols de l'info. Et à la tête d'ITélé, la chaîne d'info du groupe, il va nommer Guillaume Zeller, un Versaillais d'extrême droite, nostalgique de l'Algérie française. Il y imposera bientôt Jean-Marc Morandini, un animateur trash mis en examen pour corruption de mineurs. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver sur iTélé pour Morandini Live. Quant aux marques symboles de l'impertinence, elles vont sérieusement morfler. En juin 2016, l'émission d'enquête spéciale investigation est supprimée après avoir été censurée. Dans la foulée, l'impertinent Yann Barthès du Petit Journal est évincé. Française qui approche les Américains. Femme partie aussi pour le zapping, qui avait osé diffuser des extraits d'un documentaire de France 2 dévastateur pour Bolloré. Portrait d'un grand patron qui n'aime pas qu'on parle de lui. Vincent Bolloré, le pirate du capitalisme français, le breton qui a fait d'une petite entreprise familiale un empire en Afrique, dans la voiture électrique, dans les médias. Pour cet ancien journaliste de Canal, l'arrivée du milliardaire d'extrême droite est un séisme culturel. Un nouveau patron, il a le droit de repeindre les murs, il a le droit de changer les choses. C'est pas ça. Il peut virer un dirigeant considérant que c'est plus le bon, etc. Mais là, ça a été une éradication de Canal+. Ça a été un changement culturel. C'est important de bien... C'est presque du Gramsci. C'est-à-dire qu'on prend la coquille de Canal+, on enlève tout ce qu'elle était et on remplit avec du Bolloré dedans. Écœurés qu'on défigure à ce point le groupe Canal+, les journalistes d'ITélé vont tenter de résister, mais sans le soutien de la Hollandie. Malgré la mobilisation des journalistes, des professions culturelles, du cinéma, François Hollande ne bouge pas le petit doigt, les ministres de la Culture socialistes ne bougent pas le petit doigt vis-à-vis de l'emprise totale et croissante de l'actionnaire Bolloré sur le groupe Canal+, qui, je le rappelle, est un groupe historique créé sous Mitterrand, par la gauche. Dans cette période, à Canal, la loi de 1986 qui prévoit qu'un actionnaire n'a pas le droit d'entraver la liberté éditoriale d'un média pour protéger son business va être constamment violée. Mais pour l'ancien conseiller com de François Hollande, il aurait été imprudent d'intervenir. Moi, je ne pense pas que ce soit le rôle d'un président de faire du mécano avec les médias. J'en suis vraiment persuadé. Soutenir le service public,
lui permettre de travailler de façon libre et indépendante. Par contre, aller mettre des coups de ciseaux ou de sécateur dans le secteur privé, je pense que c'est pas le rôle. Sinon, on met le doigt dans un engrenage qui peut vous conduire à un surinterventionnisme. Et vous intervenez, vous êtes de gauche, vous intervenez contre les médias de droite, mais alors qu'est-ce qui se passe le jour où la droite est au pouvoir? Vous devez forcément accepter qu'ils fassent de même. Résultat, le 16 novembre 2016, sans soutien politique clair de la part de François Hollande, les 3/4 des journalistes d'ITélé décident de quitter la chaîne. C'est l'échec de 5 semaines de lutte acharnée contre Vincent Bolloré. Ce même 16 novembre, à l'autre bout de Paris, au crépuscule du quinquennat Hollande, un jeune banquier d'affaires devenu ministre va tuer le père. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Mais le plus cruel pour François Hollande, c'est peut-être ça. Dans son dos, durant des mois, tous les oligarques qu'il avait tenté de séduire se sont rangés derrière son ancien conseiller. Même l'empereur du luxe avec qui François Hollande avait appris à rire de l'évasion fiscale y est allé de son petit coup de poignard dans le dos. Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH, sans hésitation, il appelle à voter Emmanuel Macron, qui pour lui a un programme d'avenir. Je souhaite que Emmanuel Macron soit élu. Je pense d'ailleurs qu'il sera élu. Il représente l'avenir pour la France dans un contexte favorable à la croissance économique. Donc c'est la raison pour laquelle je soutiens bien entendu Emmanuel Macron. À la fin de ce film, il serait injuste de dire que François Hollande n'a jamais évoqué le danger Bolloré. Début 2016, il déclarait aux auteurs de ce livre « Comme il a un physique plutôt moderne, Bolloré, on ne le voit pas venir, mais c'est un catho intégriste en réalité. Je pense qu'il faut se méfier de Bolloré, et pas simplement politiquement. Ceux qui ne s'en sont pas méfiés sont morts. C'est un pirate. » Durant toute cette enquête, nous avons tenté de demander à François Hollande des explications sur ses petites et grandes trahisons. Sans succès. Alors un soir d'hiver, lors d'une séance de dédicace dans une petite librairie parisienne, on lui a demandé s'il regrettait d'avoir laissé Bolloré dévaster l'esprit canal. Des regrets ou pas? Non, je n'ai pas de regrets. J'ai peut-être le regret de ne pas avoir compris assez tôt. Même si je l'ai dit très tôt, moi. J'ai peut-être été le premier à le dire sur... À qui? À des journalistes qui ont fait même un livre là-dessus. Donc, je pouvais vous reporter à ce qui était dit. Qu'il y avait une entreprise qui, finalement... allait être très idéologique. Pas simplement libérale, elle n'est pas libérale. Alors votre prénom c'est Gauthier. Gauthier. Avec un H? Oui, avec un H entre le T et le I. Après ce bref échange, l'ancien président nous a rédigé une petite dédicace personnalisée. Bon, merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Pour Gauthier, qui sait combien le défi de gouverner suppose pour être relevé de maîtriser la communication. Cordialement, François Hollande. Merci d'avoir visionné cette enquête refusée par toutes les chaînes. Si vous le pouvez, aidez-nous à contourner la censure du système. Faites un don.